Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle e-dégustation Ideal Wine qui va nous transporter tout droit en Italie. On peut d'ailleurs souligner que c'est la première fois qu'on organise une dégustation consacrée à un domaine étranger. Donc, a priori, si vous êtes là avec nous ce soir, c'est que vous savez qu'il ne s'agit justement pas de n'importe quel domaine italien. Euh, alors, pour les petites présentations, donc moi je m'appelle Elsa Ginesté, je suis accompagnée ce soir de mon collègue Victor Bureau Bonsoir. et également de Paul Paillard, que vous ne voyez pas, mais qui s'occupe ce soir de la technique et qui va également s'occuper de regrouper un petit peu toutes les questions. Bon, pour ce qui vous intéresse aussi beaucoup ce soir, on va avoir la chance d'avoir non pas un, mais deux intervenants du domaine Biondi Santi. Donc, il s'agit de Federico Radi, qui est le directeur technique du domaine, et également de Willem Pinson, qui est le directeur marketing France. Donc, ils vont pouvoir nous présenter ce domaine emblématique de la Toscane, de Brunello di Montalcino, et même emblématique de toute l'Italie. Voilà, on va passer à peu près 1 heure ensemble ce soir. On a la chance que ce soit un format en petit comité, donc il faut surtout pas hésiter à poser des questions, que ce soit à l'écrit pendant la présentation, on y répondra vraiment au fur et à mesure, ou alors à la fin, on se réservera également quelques minutes pour une partie plus interactive, où vous pourrez directement parler à l'oral avec la caméra. Euh, voilà. Donc, je précise juste aussi que cette e-dégustation est enregistrée, qu'elle a vocation à être diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez tout simplement ne pas mettre votre caméra. Et voilà, le reste du temps, on vous demande quand même de garder plutôt vos micros éteints si vous ne prenez pas la parole pour ne pas perturber la présentation voilà, des bruits ou n'importe quoi. Et donc, sinon, pour la dégustation, vous avez conseillé de servir les vins à une température d'à peu près 14 degrés. Dans l'idéal, vous pouvez avoir comme nous 3 vins, ce qui vous permettra éventuellement de les comparer à un moment donné. Et voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Voilà. Donc bonsoir à tous. On est ravis d'être avec vous ce soir. Donc du coup, on va pouvoir avoir Willem et Federico qui vont pouvoir se présenter et puis nous parler de l'histoire du domaine pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Tada! Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ravi d'être entre vous. Vraiment, buonasera dall'Italia, dalla Toscana. Bon, Willem, on part avec la présentation. Ah oui, vas-y, je te laisse manœuvrer. Oui, alors, encore une fois, je suis heureux d'être entre vous. Je vais vous déranger pour la prochaine heure à parler de ce domaine-là que je travaille avec depuis 2017. J'ai rejoint le domaine de Biondissanti pendant l'été 2017. Après, après avoir eu autre expérience partout dans la Toscane, j'ai travaillé beaucoup avec le Sangiovese. Mais ici, vous voyez la beauté de les domaines où je travaille. Juste dans les milieux de cette photo, vous voyez notre siège, notre quartier général, où est la chaire de Biondissanti, avec les merveilleuses terrasses. Vous voyez, c'est tout entourné par la vignoble. Et juste un peu plus en haut, pas loin de nous, il y a les petits villages de Montalcino, très connus parmi les passionnés de vin. Et ça s'appelle les Greppo. Chez nous, c'est Villa Greppo. Villa Greppo, Greppo en français, on peut le traduire au escarpement abrupt. C'est une sorte de falaise. C'est un lieu où la pente, c'est beaucoup forte. Et ça, c'est la raison pour laquelle on va, dans le passé, on a fait la vignoble dans les terrasses que vous voyez dans cette photo-là. C'est le vrai lieu où est né les Brunello di Montalcino. Tous les Brunello di Montalcino a été, les premiers Brunello di Montalcino ont été produits par la famille
Biondisanti, la famille Biondisanti, qui a commencé, et vous voyez ici, ce mec-là a été un des plus importants personnages dans le monde du vin de l'Italie. Son nom, c'est Dr. Franco Biondisanti. C'est un homme merveilleux d'un point de vue de générosité, de know-how sur les vins. Il est né dans les Greppo, dans la ville de Greppo, et il a produit dans de meilleurs vins de l'Italie dans les passés 50 années. Il est mort dans le 2013. Alors, le 2012 Riserva était la dernière Riserva qu'il a produit. Pour cette raison-là, dans l'étiquette, vous allez trouver, si vous aurez la chance de le goûter, la dédiée à Franco Biondisanti. Ça, c'est moi. Est-ce que tu peux passer en avant, À la frise. entrer dans la photo de Dr. Franco, s'il vous plaît, dans la photo de Dr. Franco. Parce que ça, c'est très important. Vous voyez, ici, nous sommes dans les caveaux historiques parce que chez nous, on a, heureusement, la famille a retenu beaucoup de bouteilles. Et la bouteille que Dr. Franco a comme ça, il arrive de 1888. Et vous voyez ici, la couleur de vin, c'est toujours rouge. Et ça, c'est très important parce que ça signifie aussi le potentiel de longévité, le potentiel de vieillissement qu'on peut arriver pour notre vin. C'est incroyable. Avancez, s'il vous plaît, après moi. Bon, c'est moi. Et un petit peu d'histoire. Je vais vite. Dans le 1888, vous avez vu la bouteille, c'était Ferruccio Biondisanti, c'est le grand-père de Dr. Franco Biondisanti. Il a produit la première, la vraie première, la plus vieille bouteille de Brunello Montalcino, que maintenant il existe. On n'a que 2 bouteilles de ça. Dans 1967, Tancredi Biondisanti, le père de Dr. Franco Biondisanti, il a participé à l'écriture de l'appellation de Brunello di Montalcino. Alors, on peut dire que le Brunello di Montalcino, dans un point de vue de la loi, il est né dans le 1967 et le consortio de Brunello était créé. Bon, dans le 1994, Dr. Franco, il a fait une dégustation verticale très historique où il a invité les plus importants journalistes du monde à ce temps-là. Il a organisé pour montrer le potentiel de longévité de ce vin-là. Et il est parti de 1888, 91, et après 45, 55 et autres. C'était une dégustation extraordinaire, aussi parce que dans ce temps-là, peut-être que quelqu'un se rappelle qu'en Italie, surtout dans la Toscane, il y avait une nouvelle vague de type de vin qui s'appelle Super Tuscan. Et les Super Tuscan, ils ne sont pas produits en utilisant que du Sangiovese. La famille Biondisanti, la famille de Biondisanti, il est parti avant les autres, avant n'importe qui, à produire des vins en utilisant que du Sangiovese d'abord dans 1865. Alors, ça vous montre la vision de ces familles-là. Parce que dans le même moment, dans le 19e siècle,
les Sangiovese, qui n'étaient pas très faciles à gérer, il était utilisé avec des autres cépages, comme par exemple cépages blanches, comme les Trebbiano, que c'est une sorte d'uniblanc, mais aussi du Malvasia, pour mitiguer les caractéristiques pas vraiment soyeux d'abord de Sangiovese. La famille, il a compris les potentiels de ces bancs-là il y a longtemps. Dans le 1999, Wine Spectator il a sélectionné Biondi Santi pour être la réserve en 1955 pour être un des meilleurs 12 vins du monde du 19e siècle. Du 20e siècle, désolé, 20e siècle. C'est le seul italien. Après, avec nous, il y avait d'autres bien connus vins, comme par exemple Petrus, Ikem, et bien sûr des autres très connus et très importants vins français. Bon. Federico, Oui? Federico, explique peut-être d'où vient le mot Brunello, parce que au-delà de créer l'appellation, la famille Biondi Santi a créé aussi le nom Brunello. Oui, D'où il ça a vient? créé le nom parce que bon, le nom Brunello, il arrive, il y a beaucoup d'histoires sur ça. Il n'y a pas une exacte histoire très précise. Mais il vient de la couleur qu'il a même la raisin et le vin. Et vous avez vu que les potentiels de retenir la couleur du vin de Brunello, c'est incroyable. Même s'il n'est pas très foncé, il n'est pas très dark, très noir. Mais le potentiel, c'est vraiment beaucoup de couleurs. Il arrive par ça. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment une histoire exacte de ce qui s'est passé dans cette année. Mais bien sûr, les premières qu'on peut dire que le mot Brunello était utilisé, c'est pour les vins Biondi Santi. Okay. Oui, parce que la première fois qu'on le retrouve, c'est dans un concours ou dans une compétition agricole, c'est ça, au 19e oui, dans siècle. 1865, Ouais, la première fois. voilà. Mais après ça, tout le monde, il a commencé à utiliser le mot Brunello pour identifier la raisin et les vins qu'il arrive à Montalcino. Pas ailleurs. Mais on utilise les Sangiovese. Vous connaissez bien les Sangiovese. C'est un cépage incroyable dans un point de vue de hétérogénéité. C'est les cépages plus utilisés en Italie. Plus ou moins les 15% de tous les vignobles de l'Italie sont avec les cépages de Sangiovese. Mais les Sangiovese a le potentiel, potentiel de full potentiel qu'il exprime dans certaines parties, comme peut-être comme Montalcino ou autre partie de Chianti Classico, il ne peut pas arriver partout. So, l'expression meilleure de Sangiovese, il arrive toujours par des petits morceaux de sol, des petits morceaux de petites municipalités, et Montalcino, bien sûr, c'est une de ça. Okay. Chez nous, on produit. Avoir ce potentiel avec un verre à la main, peut-être en commençant avec le Rosso. Oui, on peut, chez nous, on produit trois vins. La première, c'est le Rosso di Montalcino. Ce n'est pas les petits vins, parce que le Rosso di Montalcino, pour nous, c'est vraiment très important parce que c'est un précis projet énologique qui arrive à partir du sol. Chez nous, on va parler de ça tout à l'heure, mais c'est très important que tout le monde va comprendre que ce n'est pas la deuxième choix
la sélection de ce n'est pas très bon pour faire le Brunello, la Riserva, mais le Rosso, il arrive à partir de certaines parcelles. Et le Rosso di Montalcino 2020, elles s'en va, qu'est-ce que vous avez dans les verres maintenant, elles s'en va qui surprend immédiatement par sa suavité en bouche. Rappelez-vous que le Sangiovese, ce n'est pas un vin très facile d'abord. Il faut être peut-être un peu plus agressif. Vous pouvez percevoir une sorte de acidité et fraîcheur très forte avec des tanins pas très bien balancés. Dans ces cas-là, dans les Brunello, dans le Rosso di Montalcino, chez nous, on va gérer toujours, on a perdu la présentation. Non, non. On coupe la présentation pendant les dégustations, en fait, pour avoir plus de vision. Ah oui. Sur les Alors, vignes. on va, le Brunello, le Rosso di Montalcino 2020, on a des légers, des tanins bien enterrés, doux et peu agressifs pour être un Sangiovese. Les milieux de bouche, c'est plutôt perçu comme frais, mais pas corsé. Ici, les tanins sont enveloppants, mais jamais extrêmement agressifs. La finale, c'est assez longue et équilibrée. J'espère que vous trouvez équilibré. Les arômes sont les arômes de fruits rouges, pas très mûrs, des touches, désolé, des touches sanguines, d'orange, de pois, comme on dit, peel, orange peel, de pois d'orange et floral. Des notes balsamiques, parce que Sangiovese, une des caractéristiques de Sangiovese, c'est avoir des notes balsamiques et d'herbes séchées, d'herbes sèches. Les 2020, dans un point de vue de caractéristiques de vintage, De la vendange. de la vendange, était De l'année. je peux dire qu'il était plutôt difficile parce que, non, plutôt difficile, pas très facile, je vais vous dire, parce que l'hiver a été plutôt chaud. Il n'y avait jamais de la gel, mais comme de plus en plus va venir avec le changement climatique, on a eu de la neige juste au début du mois d'avril. Heureusement, chez nous, on a l'habitude de faire la taille d'hiver et de gérer la taille d'hiver un peu plus en retard. Et heureusement, on a eu beaucoup de dommages dans ces cas-là. Le printemps a été plutôt froid. Et juin, on a eu beaucoup de pluie. Ça, c'est dans le même temps, c'est peut-être bon dans un point de vue de physiologie, mais dangereuse dans un point de vue de maladie de la vie. L'été a été plutôt chaud, avec certaines journées avec plus de 35 et 37 degrés. Et heureusement, il a plu à la fin d'août, du mois d'août. Et après ça, le 9 de septembre, on a commencé avec la récolte. Et bon, heureusement, pendant la vendange, tout est bien passé. Les fermentations étaient bien faites. On n'a pas beaucoup de problèmes avec Brettanomyces ou choses comme ça. Et bon, c'est que vous avez dans les verres, j'espère que vous aimez parce que c'est un vin qui il mérite d'avoir sa identité. Il y a des questions au-dessus? Pas pour le moment, je crois. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions sur le vin ou si vous voulez même partager vos impressions.
Moi, j'en avais une parce que vous insistiez sur le fait que vraiment, c'est pas un second vin, que c'est au contraire une cuvée à part. Est-ce qu'en revanche, elle est quand même plus destinée que les autres cuvées à être dégustée tôt? Puisque là, on voit qu'il est déjà très bien ouvert, qu'il se déguste déjà parfaitement. Oui, bon, le choix de la parcelle, les parcelles qui sont utilisées, ça dépend beaucoup de l'année, ça dépend beaucoup de ce qui s'est passé dans la vignoble dans ce temps-là. So, bien sûr, il y a des parcelles qui sont toujours, euh, qui déservent toujours euh, la- de produire la réserve dans certaines années ou le Brunello, mais ce n'est pas la loi. Ce n'est pas une loi. Il faut être très sensitif, il faut être très attentif pour comprendre si la parcelle, c'est la fraîcheur, c'est les caractéristiques de la raisin sont très bonnes pour produire le rosso ou l'annata. Pour le rosso, on va choisir la raisin où dans les montagnes, on va donner une fraîcheur, mais pas très tannique, pas très tannant. Il faut que les tanins et l'acidité doivent être très fondus pour donner une sorte d'équilibre que ce n'est pas très facile à gérer, ce n'est pas très facile à arriver pour les Sangiovese. Et bien sûr, j'ai oublié de dire que pour nous, c'est très important ça parce qu'on n'utilise que des grands foudres. On n'a jamais utilisé la barrique. La capacité de notre foudre pour avoir 10 hectolitres jusqu'à 130, 140 hectolitres. Et le bois, c'est du chêne de Slavonie et on n'utilise que ça. Pour les rossos, l'élevage, c'est plus ou moins, mais aussi ça dépend beaucoup de la parcelle, c'est plus ou moins un an. Une année de vieillissement, d'élevage en bois. Bon, Et peut-être une question, Federico, sur la partie égrappée, non égrappée, c'est du full stem ou tu non, égrappes un c'est peu? les rossos, bon, dans les 2020, on est tout égrappé pour les rossos. 100% égrappé. Oui, 100%. Ça dépend des millésimes, donc. Ça dépend de millésime et ça dépend aussi de la parcelle. Parce que parfois, pour ajouter naturellement, parce que j'ai bien dit, je, je, la fraîcheur, la fraîcheur doit arriver toujours par une acidité naturelle. Je déteste ajouter quelque chose. Alors, dans certaines parcelles où, par exemple, nous avons des schistes argileuses noires, parfois dans les années chaudes, on va utiliser à partir de 2017, de 2018 un peu de 10% de full batch, de grappe entière. Grappe entière. Grappe Grappe entière. entière. Mm. Mais ça, pourquoi? Parce qu'il faut donner une fraîcheur dans certains cas. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de la vendange, ça dépend beaucoup du sol, ça dépend beaucoup de l'exposition de vignoble. D'accord. Et alors donc là on va doucement passer au Brunello et puis aussi comme ça vous allez pouvoir nous parler du travail parcellaire que vous faites si vous voulez bien et puis des choses que vous mettez en place dans le vignoble notamment pour pallier le réchauffement climatique. 2017 était comment en termes de millésime? Oui, 2017 était mon premier année, mon premier vendange là-bas. Je, je me souviens bien parce que j'étais un peu stressé dans ce temps-là. Bon, le Brunello 2017 a été est le fruit légitime d'un millésime chaud et plutôt sec. Je ne sais pas comment c'est marché en France,
Mais ici, on a eu de la sécheresse et de la canicule dans le 2017. Pas comment, pour moi, si on les compare à 2022, mais de toute façon, c'est toujours dans l'avantage chaud et sec. Les Sangiovese, dans les millésimes chauds, a la tendance d'être aromatiquement plus dense et un peu plus compact d'abord, un peu timide pour révéler ses complexités. Mais tout de suite, aux premières gorges, d'une part, vous trouvez très cohérente avec les millésimes. So, les petits fruits rouges et noirs de la cerise noire. D'autre part, vous serez surpris par sa fraîcheur naturelle, j'ai bien dit naturelle, et sa faible teneur en alcool. Vous voyez, dans l'étiquette, il y a 3,5. 13, non, 13,5. 13,5. 13,5. Ce n'est pas beaucoup si on compare avec ce qui passe maintenant dans l'Italie. Parfois, j'ai vu des vins qui arrivent jusqu'à 15,5 hein, dans les 2017. C'est facile à Hors taxe. dire. Oui. Bon, j'espère que vous ne percevrez pas des sensations de fruits trop mûrs. Les tanins sont assez doux et la texture, c'est un peu plus rugueuse aujourd'hui si on la compare avec les Rosso di Montalcino 2020, mais il lui confère un bon potentiel de garde. Et il y a une jolie touche de saline finale. Ça, c'est vraiment typique du Greppo et du Biondisanti. Les touches salines, c'est sa salinité qui va donner l'envie de La goûter longueur, encore une la fois. simplicité. Oui. Moi, je trouve que c'est un vin, je ne sais pas à quel point les personnes qui sont dans la salle, entre guillemets, en dégustation, sont habituées au Brunello, au Sangiovese ou à Biondisanti. Mais moi, je me souviens très bien des premières fois où j'ai dégusté Biondisanti, quand on est habitué à d'autres vins ou qu'on s'imagine Montalcino, on ne peut que être stupéfait par l'élégance, par la fraîcheur des vins du domaine, qui ont toujours été, et toi tu renforces ça aujourd'hui, parce que tu as un challenge qui est le réchauffement climatique quand même, Oui. et tu arrives à garder beaucoup de fraîcheur dans les vins. Tu vois, là, j'ai un peu sorti les vieilles bouteilles que j'ai chez moi. Je ne sais pas si tu la reconnais, celle-là c'est Ah un oui, 85. 85. 85, ça sortait à 13 degrés, donc il y a quand même, et le 2015 aujourd'hui il est à 14,5, donc ça il y a quand même le reflet du changement climatique, et tu arrives quand même à faire des vins extrêmement élégants. Comment tu travailles là-dessus? Alors, avec le changement climatique, va être un challenge vraiment, d'un point de vue technique, joli, mais très dangereuse, parce que, bien sûr, il faut connaître bien ce que nous avons au-dessous notre pied et comprendre toutes les hétérogénéités qu'il existe dans la colline de Montalcino. Et c'est incroyable, l'hétérogénéité qu'on trouve dans notre vignoble. Même dans les petits morceaux, on peut trouver 3-4 types de sols différents. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons étudié en profondeur tous les notre vignoble avec des scannerisations. On a fait des trous dans les sols pour comprendre la stratification et comprendre comment ça marche les racines pour chaque vignoble. Parce qu'il faut mettre la tête là-bas pour comprendre comment gérer
au-dessus. Alors, on a vu malheureusement pendant des analyses chimiques que pas seulement nous, mais un peu partout dans l'agriculture du monde, la matière organique, c'est faible. C'est moins de 0,5%. 0,5%, c'est rien. Et s'il n'y en a pas de matière organique, il n'y a pas de vie dans les sols. Alors, on a tout d'abord, tout de suite, après ça, commencé à gérer les sols dans une différente façon pour régénérer ce qu'on était perdu dans le passé. Alors, on a pris la voie de viticulture régénératrice. Et bon, ça va être notre objectif, c'est d'arriver jusqu'à 2% dans les prochaines 5 années. N'est pas très facile, mais on est dans la route maintenant. On est déjà amélioré par hérité dans le passé, mais encore une fois, ce n'est pas seulement Biondissanti d'avoir un appui comme ça, mais c'est un enjeu et il faut bien sûr changer notre façon de gérer les sols. Il y a une très jolie livre, comment on dit, un livre français qui s'appelle Jamais Sol. C'est un professeur Sellos, je me rappelle bien, Jean-Marc Sellos, des choses comme ça. Et je recommande de le lire parce que c'est vraiment très intéressant pour comprendre comment ça marche la vie dans les sols. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'interaction entre les racines et les sols. Les sols nus, c'est working on the mold soil, ça ne marche pas. Et il faut ajouter dans une manière plus naturelle possible avec des vermicomposts que nous produisons, avec des, comment on dit, green manure en français, Willem, green manure. Là, tu me oui, challenges oui. sur le. Mm. Oui, on va planter des petits plants, on va s'aimer des petits plants pour ajouter de la matière organique. Mais ce n'est pas seulement comme ça. Nous avons hérité quelque chose de vraiment extraordinaire dans notre vignoble. Nous avons la chance de travailler dans les vignobles qui sont plantés dans les 1930, 1940. Et dans ce type de vignes-là, on fait une sélection massale pour retenir les ADN du Biondissanti exclusif du Biondissanti. Parce que là-bas, c'est vraiment les trésors de Biondissanti. Ce n'est pas que de bouteilles que nous avons héritées de 1888, mais la vigne, tout part par là. Tout va commencer par là. Alors, il faut retenir les ADN de Biondissanti pour les futurs. La dernière photo sur l'extrême droite, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est pas un sèche-linge. Hein. On est en train d'étudier une différente façon de gérer la canopée. Le palissage, la canopée. Le palissage. Alors, on a étudié ce type de, comment on dit, poteau, piqué. Oui, piqué. De piqué en corten, c'est fer, c'est pas très impact à voir, mais c'est plutôt dynamique pour gérer les palissages. Il faut protéger le plus possible la raison parce qu'autrement, on va perdre de l'acidité naturelle parce que le soleil va détruire l'acidité que les Sangiovese doivent avoir. Et dans le même moment, il faut retenir le plus possible les justes quantités de sucre
pour avoir un vin au-dessous les 14, au-dessous les 14 degrés. Et alors, encore une fois, il n'y a pas de recette. Bien sûr, pas seulement en Toscane, pas seulement en Italie, mais à mon avis, un peu partout, parce que je suis allé un peu partout dans le monde du vignoble et j'ai vu toujours qu'il faut changer notre vision par les futurs de la gestion du sol et la gestion de la canopée pour retenir le style d'un vin qui c'est très important. Nous avons la chance de travailler dans un domaine qui a une histoire très importante et un style bien reconnu et il faut le retenir le plus possible. Ça, c'est notre meilleure forme de respecter ce que la famille a fait dans le passé. Était tout clair? Très bien, ouais. Oui, oui, oui. Je pense que si on résume, Federico, c'est vrai que l'énorme travail que tu as fait, c'est déjà de comprendre tout le matériel végétal et puis le sous-sol. Ça, c'était un travail de dingue pour mieux comprendre, pour être plus fin dans tes assemblages et dans les vins. Et après, c'est de pas se reposer sur les lauriers d'une histoire glorieuse, mais de s'adapter parce que c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas au courant, le domaine a changé de main donc en fin 2016, début 2017. Et donc la famille Biondi Santi a cédé le domaine à la famille Descours, qui sont les propriétaires des chaussures Weston. Donc Christopher, qui est un amoureux de vin. Et, euh, et c'est vrai que pour ceux qui ont pu connaître le domaine dans le passé, c'est un domaine qui s'était peut-être pas remis en question sur la gestion de la vigne dans les 20 dernières années. Donc, tu as eu un gros travail à rattraper ces dernières années Oui, enfin, rattraper, ou en tout cas de s'adapter au changement climatique, d'amener le vertical shoot position, là, l'étendoir oui, DSP, qu'on a vu. bon, il y a, on a fait beaucoup de travail, mais à mon avis, il faut toujours le faire encore plus parce que le challenge que le changement climatique nous donne, c'est vraiment très fort. Et ce n'est pas seulement une question d'avoir de la canicule ou avoir des années avec une pluviométrie vraiment très importante et froid, mais c'est le 2023 était comme ça, très difficile parce qu'il était froid et tout de suite il était chaud. Il a plu beaucoup pendant la printemps et il a fait très chaud pendant un mois et demi pendant l'été. Alors, il faut ajouter de la connaissance, il faut ajouter il faut être avec open-minded. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'une façon de gérer la vigne. Aussi parce que, aussi pourquoi, aussi parce que ce n'est pas juste retenir le style d'un vin aujourd'hui, c'est la plus important un jour, surtout dans ce domaine comme on vient de Santi. C'est la plus importante, la plus dure un jour que nous avons. Et bon, heureusement, je dis toujours que je suis un ingénieur agronome loué à l'énologie. J'aime dire ça parce que pour moi, la chose plus importante, c'est toujours comprendre la vignoble. Et après ça, il faut interpréter dans les meilleures façons ce que nous avons reçu par la vignoble et ce que nous avons reçu par le travail que notre équipe fait pendant l'été. Il y a un travail dur, mais quand on goûte des vins, même si le vendage était très chaud, avec une fraîcheur naturelle et un degré alcoolique au-dessous
13 degrés, 14 degrés, et, ça fait du bien au corps. Alors, merci Federico. Justement, concernant ces millésimes, donc on va passer là au Reserva 2015. Donc, les Reserva sont produits dans les millésimes exceptionnels. Et alors, on a une question de la part d'un client qui nous demande qui nous demande sur le 2017 que c'est écrit que les raisins proviennent du domaine. Et donc, il voulait savoir s'il pouvait y avoir parfois des approvisionnements d'autres parties. Non, non, non. On travaille qu'avec notre raisin. Ok, donc ça c'était pour en être sûr, hein, mais voilà. Et ensuite sur le 2017, donc il vous félicite pour la finesse, alors même qu'on est dans une année chaude, et donc il demande s'il y a plus de finesse dans les années moins chaudes, du coup, comment ça se fait. Et puis après, on peut parler du 2015 et du Reserva surtout, qui est un peu votre vin immense, enfin dans les grands millésimes, je veux dire. Alors, je n'ai pas bien compris la deuxième question. Est-ce que vous pouvez Alors, il évoque 2017 et donc du coup, comme il considère qu'il y a beaucoup de finesse sur un millésime chaud, est-ce qu'il y en a encore plus dans les millésimes frais? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est la finesse, ça dépend beaucoup de la gestion pendant les fermentations. Et les Sangiovese, pour nous, la fermentation, bien sûr, c'est très important. Et encore une fois, il n'y a pas de recette parce que parfois, on peut, on peut, on peut jouer un peu sur ça. Je n'aime pas faire des fermentations très d'impact, très, très fortes, parce que ça donne beaucoup plus de rugosité, on va donner encore plus de tanins dans les vins, et pour nous, on va dehors de style. Alors, il faut être très délicat. On fait de remontage et de pigeage, mais ça dépend beaucoup comment ça marche la fermentation. On n'utilise que de la levure indigène. C'est très important pour nous retenir même la microbiologie qu'on a dans la parcelle. Alors, pour chaque parcelle, comment on travaille? Bon, on fait les pieds de couve en utilisant la raison qu'il arrive dans cette parcelle-là. On va faire partir, démarrer la fermentation et après on utilise du 100 hectolitres, du 100 litres de pied de couve pour ignite, pour faire commencer la fermentation dans la cuve de la parcelle. Et ce n'est pas très grand, on peut arriver jusqu'à 50 hectolitres, pas beaucoup, mais la parcelle, la dimension, ça dépend beaucoup de la dimension de la vignoble qu'on a. Alors, pour nous, aussi ça, c'est très important, mais vous savez, dans une eau, c'est impossible de dire tout. Je cherche de vous transmettre ce que nous faisons, mais ce n'est pas très facile. Il faudrait avoir quelques heures pour en discuter, c'est sûr. le possible. Et alors pour donner la suavité et les justes tanins, il faut manager bien la fermentation. Il faut être très soft, et pas très agressif. Et bien sûr, comprendre quand c'est le moment juste pour découvrir et faire le pressurage d'une manière vraiment très délicate. Le style un peu. Comment? C'est dans un style infusion, vraiment Oui. délicat. Oui. Ça, c'est vraiment une vinification traditionnelle. Dans les justes raisons de faire la vinification traditionnelle. Il est tout contrôlé. Il est tout contrôlé. Même si on utilise de la levure indigène, il arrive tout droit, par la vignoble, dans la chai. Pour nous, dans les microscopes, c'est très important de voir qu'est-ce qui passe dans les mous. Et on va voir si les garçons dedans sont bons, sont jolis ou mauvais. Mais la microbiologie, c'est vraiment
partie très intéressante pour nous. Et je, je crois que l'avenir de l'agronomie et de l'œnologie passe beaucoup par là, dans la compréhension de la microbiologie. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. Là, on a notre verre de Reserva Ah oui, et en fait, ce qui est assez frappant, c'est qu'on garde quand même toujours une grande finesse là où on pourrait s'attendre lorsqu'on voit un Reserva sur un vin italien, un vin extrêmement massif, puissant. Et en fait, on a de la puissance, mais on garde une finesse assez incroyable, je trouve. vous savez, le 2015 a été un millésime très attendu et très intéressant dans un point de vue de connaissance un peu partout dans le monde. Mais la raison, c'est simple, parce que a été vraiment un excellent printemps, jamais trop chaud, avec une bonne pluviométrie, une été plutôt longue, chaud et ensoleillé, très bonne charge de raisin et des rendements plutôt hauts. Plutôt haut chez nous, c'est plus ou moins entre 30 et 35 hectolitres par hectare. So, pour nous, c'est une bonne, c'est la moyenne haute de rendement. Les raisins étaient mûrs et riches. C'est un vin, je trouve, pour nous, c'est un des plus gastronomiques vins que nous avons parce que on a des arômes de fruits mûrs, et noirs, des cassis, des mûrs, des notes de tabac, poivre, un peu de houmous et de sous-bois. C'est vraiment, pour nous, c'est très important que la recette doit avoir vraiment une amplitude plutôt haute d'arômes parce que les nuances plus complexes sont mieux c'est le vin pour moi. J'espère que vous ne trouvez pas de l'opulence, mais plutôt de la richesse, parce que c'est différent. Le final, c'est une finale longue avec une Incroyablement bon. touche Mm. onctueuse. Il y a un peu d'onctuosité finale et une légère touche amère qui, ben, bon, pour nous aussi ça, les légères touches amères dans les Sangiovese, il faut l'avoir. Parce que c'est une caractéristique. L'amertume, ces touches amères, ils sont toujours voir comme ça c'est pas très bon. Non, c'est pas vrai. Parce que il va amplifier aussi le potentiel de euh, faire, comment dire, euh, de- Ça donne une sensation de fraîcheur aussi, oui, l'amertume. Ça aussi peut ça. remplacer aussi un petit peu une sensation d'acidité ou ce que peut faire l'acidité. Et on va donner aussi une progression Oui. entre l'acidité et l'éthanol. Bon, bien sûr, ça c'est une réserve. On a produit, jusqu'à maintenant, on a produit que 42 fois la réserve dans plus de 150 années. Par exemple, dans le 2017, on a pris pour moi, c'était simple, pour les CFO, pour moi, mais on a décidé de ne pas produire la réserve. Alors, tous les raisins étaient utilisés pour faire le Brunello. Pour moi, c'était une très bonne décision parce qu'elle va donner une cohérence stylistique. Ici, sur la réserve 2015, nous avons travaillé avec la famille sur la décision finale de l'assemblage parce que dans ce temps-là,
ils étaient toujours avec nous. Et après ça, ils ont décidé de sortir de Oui, la... et ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, quand tu es arrivé en 2017, le 2015, le Reserva, il était en encore en élevage. foudre. Il était Oui, encore en foudre. Donc, tu as fait les assemblages. Tu n'as pas vendangé le 2015, mais c'est oui, toi qui as fait l'assemblage du 2015 et qui a pris les décisions sur sur ce vin-là l'assemblage. qui était encore en foudre. Et tu as changé pas mal aussi le parc de foudre et de cuves, non, récemment? Oui, bien sûr, parce que quand nous sommes arrivés, une des premières choses que j'ai vues était très jolie et très romantique. Foudre en bois qu'il arrive de 1890. Et il était encore utilisé, celui de Il était encore 1899. Donc, il y avait un utilisé. foudre de Et ça, 1899 encore et encore en action. Mm. ça donne bien sûr du romanticisme, mais c'est un peu dangereux d'un point de vue de microbiologie. Alors, Mm. c'est- Et tout on est à l'heure, parti. Oui. mm. Tout à l'heure, tu as parlé de l'origine des foudres. Alors, juste parce que on est avec une audience française et tout à l'heure, donc tu as dit que les foudres venaient de Slavonie. Donc, Slavonie. il faut pas confondre avec Slovénie, hein. C'est pas Non, non, Slovénie, c'est pas, non, c'est c'est un petit Slavonie morceau qui est une entre partie Slovénie, au, Autriche, Autriche et qu'est-ce qu'il y a? quoi, Croatie, non? Croatie, Et, oui, c'est et ça. ouais, donc C'est c'est une vraiment forêt une très... forêt, c'est la forêt de Slavonia ou de Slavonie qui donne des chênes qui ont un grain plus fin, enfin plus serré que le chêne français, tu dirais ça? Euh, Bon, ouais, ça c'est une question vraiment difficile parce que ça dépend de où enfin, va pourquoi, encurser le bois. voilà. Oui, c'est une question même historique parce que était plus proche, dans ces moments-là, était plus proche la Slavonie, si on compare aux France, dans un point de vue commercial. Mais c'est aussi pour une question de caractéristiques. C'est un peu plus, oui, c'est un peu plus serré si vous comparez entre les bois de Allier et ça donne un peu moins d'aromaticité. D'accord. C'est plus C'est plus neutre, c'est plus neutre. neutre. Et donc là, le Reserva 2015, il a passé combien de temps en foudre? 3 années et demie 3 années et demie et au moins 2 ans en bouteille. en bouteille, hein. Oui, avant de la mise en Parce que marché. ça, c'était de Reserva 2015, c'était le vin qu'on commercialisait en 2022, hein. Oui. C'était l'an dernier, Maintenant d'accord. dans les marchés, il y a Et Riserva 2016. 2016. Ouais. Voilà. Vous avez parlé du Ah. côté gastronomique de ce vin. Qu'est-ce que vous pouvez justement recommander s'il y a des personnes qui veulent le terminer au cours du repas ce soir, avec quoi il s'accorde le mieux? Ah oui, avec des plats avec de la succulente. Euh, avec succulente, on dit comme ça. Succulent, oui. Succulent. Non. Bien sûr, avec des steaks à la Fiorentina, des Ouais, choses comme ça. ouais. C'est Ça va être dur à classique. trouver en Mais France. aussi avec des fromages ou des filets. Euh, des fromages stagionati, comment on dit ça? Des fromages un peu plus sèches. Oui, Euh, à pâte plus sèche. Ouais. C'est très bon aussi, au vu de la structure qui est quand même assez élégante. C'est très bon avec des poissons, mais par exemple des poissons mais avec une sauce au vin rouge ou avec des notes de vin rouge, mais avec de l'alote ou du turbo, des poissons qui ont un peu de chair. Ça peut être très très joli. On a fait des très beaux des- accords. Évidemment, risotto aux champignons. En ce moment, c'est la truffe. Les ah oui, champignons. Ça se prête quand même très bien euh, à la truffe et évidemment toute viande, toute belle toute la viande, oui, oui, viande toute la rouge. viande, ça marche très bien avec ça. Mm. Et est-ce qu'on passerait pas aux questions s'il y avait des questions?
pour N'hésitez pas à échanger. ouvrir vos micros et vos caméras si vous souhaitez prendre la parole, soit pour parler des vins, soit pour poser des questions. Il faut profiter de ce moment d'échange. Oui, oui. Je suis curieuse. Bonjour, Bonjour. Bonjour. vous m'entendez bien. Ok. Je voudrais vous féliciter d'abord pour vraiment le caractère vraiment de fraîcheur de ces vins. Comme certains, je pense, je m'attendais à des Brunello assez massifs et ce qui n'est pas du tout le cas. C'est vraiment, le mot, je pense, c'est vraiment infusion et vraiment d'une finesse malgré les années chaudes de ces dernières années. Je trouve ça vraiment, et sincèrement à l'aveugle, enfin, je ne suis pas probablement pas un spécialiste, mais à l'aveugle, je ne serais jamais parti en Sangiovese et encore Ah, moins en Brunello. C'est vraiment ah, merci. Ça, deux c'est très finesse. important, mais merci. Merci. Alors, je voudrais vous demander justement, c'était les questions par rapport au 2017, le Brunello que je Mhm. vous posais tout à l'heure. Euh, Comment ça évolue au cours du temps, ça? Parce qu'il est tellement déjà très bon à boire maintenant. Vous allez me dire qu'il suffit d'en acheter 12 ou 24 bouteilles, comme ça on est tranquille. Mais comment est-ce que ça évolue au cours du temps? Ça reste sur cette même finesse? Ça prend des Oui, arômes? ça, c'est une très bonne question. Vous savez, à mon avis, même s'il arrive dans millésime chaud, les potentiels de ces vents-là, c'est plutôt haut. On peut arriver jusqu'à 20, 25 années. Le Brunello. Mais aussi parce qu'il y a une très bonne acidité. Le pH n'est pas très haut et les tanins, il y a toujours des tanins vivants ils peuvent évoluer dans le temps. Le potentiel, à mon avis, c'est entre 20 et 25 années, mais jusqu'à 30 années. Et ça, On vous, va évoluer bien, à mon avis. pour le Brunello, pas le Riserva, hein, le Brunello simple. Pour le Pas- Brunel, la riserva, oh. Reserva, c'est La riserva, bon, pour la riserva, vous savez, c'est incroyable comment il peut évoluer. J'ai eu de la chance de travailler, de travailler ici parce que j'ai pu goûter des riserva qui arrivent depuis 1955. J'ai goûté, personnellement, j'aime beaucoup les vins qui arrivent depuis 1970, 75. C'est incroyable. Et c'est incroyable comment ils sont évolués, même si les niveaux d'alcool étaient vraiment très bas. 12,5, non. c'est rien. Mais ils vont donner des, ils ont une capacité de vieillissement et de retenir tous ces petites, petites notes, des petites nuances. Ils Mhm. vont engrossir, ils vont évoluer. C'est merveilleux. Je dis toujours que les Sangiovese, ce n'est pas une soliste, les Sangiovese, c'est un orchestre. Et l'orchestre, vous savez, même s'il n'y a pas plus quelqu'un qui joue, par exemple, les violons, mais il y a quelqu'un autre qui va jouer avec euh, quelque chose d'autre. Mais il y a toujours euh, un rumeur, il y a toujours des notes qui vont évoluer. C'est assez important de souligner que si vous avez des vieux Biondi Santi Riserva, là je parle bien de Riserva, Oui. ou si vous avez l'occasion d'en acquérir, pour les vieux Riserva, c'est important de les ouvrir plusieurs heures avant de les boire. Mhm. C'est extrêmement important parce que c'est des vins qui ont une colonne vertébrale qui est basée sur l'acidité, pas seulement sur les tanins. Et donc, comme certains vins qu'on connaît très bien, s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de déguster des Rayas, par exemple, il y a ce même phénomène sur des vieux Riserva, mais même des Riserva des années de 1964, de 85, de 55, de 70, 75. 83. Il faut les ouvrir 3, 4, 5 heures à l'avance pour que le vin se remette sur lui-même, sinon vous allez passer à côté. Ça, Et c'est pour les jamais, et Reserva. jamais, et jamais Mm. décanté. Jamais. Ouais, voilà, pas besoin de les carafer, mais vous les épaulez. Moi, j'ai déjà vu
expérience très personnelle. Une dégustation, on ouvre à 1970 le matin avec des journalistes. Il y avait un côté un peu ferreux. Le vin était très joli, encore debout, mais un côté un peu ferreux. Et en fait, on avait laissé la moitié de la bouteille parce qu'on voyait des sommeliers le soir. Et en fait, le vin s'était vraiment révélé en 6-7 heures de temps. Donc ça, pour le réservat, c'est très important. Si vous trouvez des vieux Brunello, là, il vaut mieux les boire. Il y a besoin de moins les laisser respirer. Donc, Oui, ça va évoluer beaucoup plus vite au bout de 20-30 ans, hein, j'entends. Parce que des Brunello qui auraient 20 ans, il faudrait quand même les laisser un peu respirer. Mais si vous trouvez des Brunello des années 80 ou début des années 90, vous pouvez les ouvrir et quasiment les déguster dans les 30-40 minutes. Pour des Reserva, faut vraiment, enfin, moi j'ai vu des 64 qui allaient beaucoup plus loin en longueur que du 2015 aujourd'hui, mais après plusieurs heures d'ouverture. Donc oui, c'est vrai. c'est des vins qui demandent du temps à faire et c'est des vins qui demandent du temps pour s'ouvrir. Voilà, sachant que sur les Reserva, toutes les bouteilles sont bouchées et ensuite avec une cire D'accord. d'abeille, hein, sur les Reserva. Voilà. Et puis parfois, vous voyez des bouteilles, vous en verrez peut-être avec une petite ficelle, un petit cordon rouge et bleu, et avec une petite étiquette, ça veut dire que le bouchon a été changé Oui. par le On a fait domaine. le remplissage. Ouais, Et on fait ouais. le remplissage chez nous Mm. chaque 25 années, 30 années, pour remplacer les bouchons, pour changer les bouchons. On a peut-être le temps pour une toute dernière question, s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole pour une question ou un commentaire. Et sinon, malheureusement, c'est vrai que le temps a déjà bien filé. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez d'autres questions à poser. En tout cas, on a donc un client qui nous a quitté il y a quelques instants là, mais qui nous disait qu'il ne connaissait pas Brunello di Montalcino et donc il va s'y intéresser de plus près. Vous savez, pour vous, Français, c'est un peu plus difficile de boire des vins comme ça. Ouais. C'est normal. Mm. Mais c'est ouais, absolument Mais les passionnant. vins, les vins italiens se popularisent énormément en Ouais. France. Et On c'est les vrai voit qu'il y a un beaucoup. attrait. Nous, on le voit. Alors moi, j'ai travaillé pendant 7 ans sur le marché anglais où il y a quand même un petit peu plus d'histoire avec les vins italiens, mais ça décolle énormément en France et Biondi Santi devient de plus en plus populaire en Ça, France. c'est vraiment très Merci, important. merci Federico de faire des vins extraordinaires comme ça qu'on peut aussi apprécier relativement jeune, parce que le Rosso 2020, pour moi, c'est une fantastique façon de rentrer dans le domaine. Et moi, je pense que le Brunello 17 est aussi magnifique. Voilà. Merci, merci, merci. Mm. D'accord. Ben, on voulait nous aussi vraiment beaucoup vous remercier, Federico et Willem, pour cette petite présentation. Ça donne évidemment envie d'en apprendre beaucoup, beaucoup plus sur le domaine. En tout cas, c'était une Merci. très belle dernière. Merci beaucoup, Willem, merci beaucoup, Ida Wine. C'était un plaisir pour moi d'être Merci, parmi vous. Merci, au revoir à tous. Merci. Au bonne revoir. soirée. Bonne soirée. Merci.